Une grande partie du cours que je vais vous faire aujourd'hui sera consacrée à une classe de cellules un petit peu particulière qu'on appelle les microglies et qui sont des cellules importantes. C'est quand même de 5 à 10% des cellules que nous avons dans le cerveau. Et si j'aborde ce point, c'est parce que ces cellules ont une fonction qui est assez complexe en fait. Au cours du développement, je vous l'ai déjà dit, elles participent à la phagocytose des cellules qui meurent, puisque nous perdons énormément de neurones après aussi, mais on en perd beaucoup plus au début. Je ne suis pas sûr qu'il faille se rassurer là-dessus, mais donc jusqu'à 80-50% des neurones en fonction de la structure. Et donc les macrophages, microglies sont des macrophages, phagocytent ces cellules. Elles participent probablement aussi à ce qu'on appelle le pruning ou l'équarrissage entre guillemets des terminaisons au moment où on a une régression de multi-innervation, puisque au départ on a ici un excès d'innervation et la sélection de quelques synapses, quelques terminaisons, c'est-à-dire qu'on ne garde pas tout. Voilà, donc ces macrophages ont ce rôle, mais ils ont aussi un rôle dans la défense immunitaire, au double titre de l'immunité innée dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le système du complément, pour l'essentiel, ou ce qu'on appelle les toll-like receptors, et j'en ferai dire un mot tout à l'heure, et plus tard dans l'immunité acquise, c'est-à-dire dans l'immunité qui repose sur la présentation d'antigènes par les protéines du complexe MHC2, ce sont des macrophages, hein, c'est comme des cellules dendritiques, donc c'est comme dans la réponse immunitaire. Mais au-delà de ces fonctions qui sont de cette façon un tout petit peu attendues, entre guillemets, eh bien, il y a d'autres fonctions qui sont des fonctions carrément régulatrices, des fonctions qui sont carrément impliquées dans le fonctionnement du système nerveux. Et donc, un peu d'histoire, si vous voulez. Ces microglies ou macrophages cérébraux ont été découverts. Alors, vous voyez en bas la quantité de macrophages cérébraux qu'on peut avoir dans une couche de cortex. C'est que les cellules ne sont pas des cellules mineures. Hein. Elles sont réparties de façon assez homogène dans le système. Et elles ont été découvertes dans les années 20 par ce monsieur là-haut qui s'appelle Del Rio Ortega. Et Del Rio Ortega, vous le savez peut-être, était un élève de Ramón y Cajal, le grand anatomiste allemand, qui n'avait d'estime, espagnol, excusez-moi, qui n'avait d'estime ni pour sa science, ni, il faut bien le dire, pour ses mœurs. Donc, sans entrer dans les détails. Ça n'a pas facilité la vie de Pio Del Rio Ortega, bien entendu, qui a préféré s'exiler en Argentine, où il a fait une grande partie de son œuvre. Donc l'article sur lequel je m'appuie est un article de Pankhurst et Wenbiao Gan, hein, qui est apparu cette année dans Current Opinion of Neurobiology. Et cet article donne un aperçu assez important de l'intérêt de ces cellules. Ici, j'ai mis ces cellules ici. Vous pouvez voir que moi, j'y vois rien. Vous pouvez voir que les voilà là, et elles sont, je vais y revenir, normalement actives. Vous voyez, les terminaisons bougent en permanence. Et ça, ce sont des microglies qu'on appelle des microglies ramifiées. Elles sont ici en permanence actives. Elles peuvent migrer vers des sources de morphogènes, entre guillemets, en tout cas des attracteurs, hein, en particulier, vous allez le voir, l'ATP. Et puis, elles peuvent devenir amyboïdes, c'est-à-dire changer de structure. Et à ce moment-là, c'est là qu'elles sont les plus actives, c'est là qu'elles présentent les antigènes, c'est là qu'elles sécrètent des facteurs de type TNF, interleukine. Enfin, ce sont des macrophages, bien entendu. Donc, je vous rappelle d'une certaine façon que l'année dernière, je me suis quand même acharné à humilier Sapiens. Cette année, je vais humilier le cerveau, c'est-à-dire et les neurones, c'est-à-dire que vous voyez que ça, c'est 10% de nos cellules, c'est ce à quoi les gens pensent quand ils pensent cerveau, et tout le reste, c'est 90% des cellules dans le cerveau, c'est-à-dire les macrophages, les astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules sanguines, en tout cas les cellules qui forment les vaisseaux sanguins.
Donc on a toujours tendance, quand on pense à la physiologie du cerveau, à penser que c'est un ordinateur avec des neurones. Il y a énormément de choses là-dedans et tout ça est extraordinairement utile. C'est-à-dire que vous avez besoin de tous ces éléments pour avoir une physiologie normale. Donc parmi les glies, donc les macrophages cérébraux ou les microglies, glies d'Ortega, ont donc un statut spécial parce que contrairement à tous les autres éléments, alors ça c'est de l'endoderme et du mésoderme, les vaisseaux, ça c'est du neuroectoderme, ça c'est du neuroectoderme, ça c'est du neuroectoderme et ça c'est aussi du mésoderme. Hein. Donc ce sont des cellules qui sont dans la lignée hématopoïétique, hein, ce sont des cellules de la moelle osseuse essentiellement, et elles ont migré depuis la moelle osseuse vers le cerveau pendant le développement embryonnaire, avant la fermeture, je vous le disais la semaine dernière, de la barrière hématoménagée, c'est-à-dire avant que les jonctions serrées entre les cellules des vaisseaux n'aient empêché, mais en fait pas vraiment, hein, ni totalement, n'ait empêché le passage des éléments périphériques vers le parenchyme cérébral. Voici ici l'induction des jonctions serrées, qui sont d'ailleurs le fait de la, comme je vous le disais déjà, qui sont le fait des astrocytes. Ce sont les astrocytes qui induisent la formation des jonctions serrées, en tout cas au niveau des vaisseaux. Donc, je vais revenir là-dessus dans un moment. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les microglies ramifiées, et là, ce qu'on appelle les microglies amoeboïdes, celles qui donc ont perdu leur prolongement, mais qui migrent activement et qui ont une fonction importante sur le plan de l'immunologie cérébrale. Donc, il y a un lien donc direct, si vous voulez, entre les macrophages et l'irrigation. Et quand je vous dis que les macrophages passent, il n'y a pas que les macrophages qui passent, il y a aussi des lymphocytes qui patrouillent. Donc l'idée que le cerveau est un organe qui est, comme on disait, privilégié sur le plan de l'immunité, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de réaction immunitaire, est une idée moyennement juste. Je ne dis pas qu'elle soit entièrement fausse, mais elle n'est pas entièrement juste non plus. C'est souvent le cas dans nos disciplines, malheureusement, où il faut se résigner à une certaine imperfection. Enfin bon, on apprend à vivre avec. Ou alors il faut changer de métier. J'y ai souvent pensé, honnêtement. Voilà. Donc, alors ces microglies, donc, comme je vous ai dit, sont présentes à tous les niveaux du cerveau. Elles forment un tuilage. Vous avez vu cette espèce de régularité dans l'expression, c'est-à-dire qu'elles sont extraordinairement sorte de couve, elles couvrent tout le parenchyme. Et comme j'ai dit, dans les conditions normales, elles ont des prolongements, elles ne bougent pas elles-mêmes, mais leurs prolongements, eux, bougent. Donc cette motilité des prolongements, elle est liée à l'existence d'hémicanaux, sur lesquels je reviendrai dans un instant, qui sont fabriqués par des connexines, et à l'ATP. Donc vous verrez aussi que ces prolongements, je fais une sorte de résumé, ces prolongements de microglies sont capables de migrer vers les sites de lésions dans le système nerveux central. On est quand même dans un cours qui est dédié à la dégénérescence et la régénération du système nerveux. Donc, ces glies et les prolongements de ces glies peuvent migrer vers les sites de lésions dans le système nerveux central. Et ces microglies qui sont ramifiées, malgré leur mouvement, ne sont pas dans un état d'activation. Elles ne sont pas amoeboïdes. Hein. L'activation, c'est-à-dire le passage de la forme ramifiée à la forme amoeboïde, cette activation est liée et peut être provoquée par toutes sortes de problèmes. En général, ce n'est pas très amusant. Elles sont activées par des bactéries, par l'hypoxie, par des lésions, par des choses qui sont des atteintes à l'intégrité du système nerveux. Et cette transformation implique des récepteurs qui sont des récepteurs un peu particuliers, en particulier des récepteurs purinergiques. Vous savez que l'ATP, l'ADP, l'AMP, l'adénosine, l'UTP, l'UDP, etc., ce sont des purines. Ce ne sont pas uniquement des molécules avec lesquelles on fabrique de l'ADN ou de l'ARN, ce sont aussi des neuromédiateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris, mais ce sont des molécules qui sont impliquées dans la neuromédiation. Et donc, les récepteurs purinergiques, activés par les purines, ont un rôle à jouer dans la physiologie de ces macrophages.
Et puis aussi des récepteurs moins spécifiques qu'on appelle les toll-like récepteurs, qui sont des récepteurs qui sont activés par toute une branche de produits, en particulier des molécules qui sont présentes à la surface des bactéries. Par exemple, les lipopolysaccharides activent les toll-like récepteurs et donc provoquent les modifications de la morphologie de ces mitochondries. Il y a une autre chose aussi qui provoque l'activation de ces macrophages, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle ces morceaux-là, là, c'est un exemple, hein. Par exemple, le bêta-A4, qui est en fait le produit du précurseur de la protéine amyloïde qui, dans les endosomes, va être clivé pour être ensuite resécrété et aller former les fameuses plaques que nous avons dans l'hippocampe quand on prend un petit coup, qui est lié à notre âge. Des fois, ça arrive tôt, hein, mais en général, ça arrive tard. Donc ces plaques, effectivement, activent les macrophages. Donc, je vais revenir dans un instant sur le récepteur purinergique. Les toll-like récepteurs, qui sont des récepteurs présents à la surface donc des macrophages cérébraux, sont exprimés par un grand nombre de cellules de l'immunité innée. Hein. C'est vraiment un truc de l'immunité innée. Et bon, par exemple, si vous voulez, à la périphérie, les toll-like récepteurs entraînent des réponses de type inflammatoire importantes. Elles provoquent aussi des maladies auto-immunes ou des maladies qui sont associées à une inflammation chronique. Hein. Alors, chez la souris, les TLR 1 à 9 sont exprimés par les microglies. Alors, ils reconnaissent, comme je disais, les ligands infectieux. TLR4, par exemple, reconnaît du LPS, une bactérie très pathogène pour le système nerveux. Mais par contre, et bêta-A4 ici est reconnu par le TLR toll-like récepteur 2, en fait. Il reconnaît aussi des ligands qui sont libérés par l'ischémie, hein, puisqu'on a parlé beaucoup d'ischémie depuis ces 5 leçons, puisqu'aujourd'hui nous sommes à la 6e. Un autre système de régulation, de signalisation, c'est celui qu'on appelle le TNF-alpha. C'est une molécule qui est archétypale en fait, des cytokines pro-inflammatoires et son activité qui est associée à l'inflammation. Il y a beaucoup d'inflammation quand on a une lésion dans le cerveau. Il inhibe la croissance et la différenciation, par exemple, des précurseurs d'oligodendrocytes, en particulier en culture. Il reste que le TNF-alpha peut aussi, c'est toujours le même problème, avoir une action physiologique normale au niveau synaptique. Donc, c'est un rôle protecteur et c'est aussi un rôle méchant. Hein. Donc, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire avec ces molécules, il y a ces molécules Janus. Et ces cellules, les microglies, sont pour cette raison des cellules Janus qui ont des effets positifs et aussi des effets négatifs. Ça dépend des conditions physiologiques et ça dépend aussi de l'état d'activation de ces cellules. Donc, je crois qu'il est important de comprendre aujourd'hui que nous n'avons qu'un petit nombre de données extraordinairement fermes quant à la fonction réelle de cette population cellulaire dans la physiologie normale du système nerveux central. Et je vais m'en occuper un petit peu aujourd'hui pour essayer de vous faire le point sur cette question. Ici, ce que j'ai mis, c'est, ce qu'on aura besoin tout à l'heure, c'est les différents types de récepteurs purinergiques. Donc, je vous disais que l'ATP et les purines sont des neuromédiateurs. Ce sont effectivement des neuromédiateurs. Ils sont sécrétés, bien entendu, par les cellules. Donc, vous avez différents types de récepteurs purinergiques. Vous avez ceux qui sont des récepteurs à l'adénosine, ATP, AMP, adénosine. Et vous avez plusieurs types, comme vous pouvez voir. Dans le système nerveux, c'est essentiellement le récepteur qu'on appelle A1, qui est un récepteur à l'adénosine. Et dans les récepteurs à l'ATP, vous avez de deux classes. Il y en a qui s'ouvrent pour laisser passer les ions, hein, qui sont donc des canaux ionotropiques, qu'on appelle les P2X. Et de nouveau, vous avez tout un algorithme en fait, de ce type de récepteur à l'ATP. Et vous avez les récepteurs P2Y, qui eux, ne sont pas liés à l'ouverture de canaux, mais qui sont liés à l'activation d'un système de transduction qui passe par ce qu'on appelle les protéines G. Je ne sais pas si ce sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, comme la rhodopsine, comme le récepteur à la rhodopsine dont on a parlé beaucoup l'année dernière, qui donc activent les protéines G et qui du coup transduisent un signal. Donc A, c'est pour adénosine, P2X, c'est avec un canal, P2Y, c'est avec les protéines G. Et vous voyez, c'est un système de transduction qui est extraordinairement riche et complexe et qui n'est pas spécifique du système nerveux. Hein. Il y en a dans tous les tissus centraux et périphériques.
Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est quelque chose qui, je crois, devrait vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'a intéressé. De nouveau, je pense que c'est mieux quand le cours m'intéresse. J'y prends plus de plaisir. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'avait intrigué depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'en 2002, le groupe de Capecchi, vous savez que Capecchi a eu le prix Nobel il y a quelques années pour avoir découvert ce qu'on appelle la recombinaison homologue, c'est-à-dire la façon de déléter un gène dans une souris. Hein. Je parle souvent, je dis on a retiré le gène dans la souris. Ça, c'est lié au travail de Capecchi. Donc Capecchi et Greer et Capecchi, en fait, dans un article de 2002, ont montré un truc très très bizarre. C'est-à-dire qu'ils ont retiré un gène qui s'appelle OXB8 chez la souris. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont fait ça, la souris a eu un comportement tout à fait bizarre. Elle se grattait le nez tout le temps, elle se gratte, et vous allez voir, ça a des effets absolument catastrophiques sur la physiologie et sur le phénotype de cette pauvre bête. Hein. Alors, je vous définis un petit peu ce qu'on appelle le grooming, hein, ou le toilettage. Ce toilettage, s'il devient excessif, est un comportement, c'est un trouble, quoi. C'est ce qu'on appelle un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Donc, c'est des choses qui sont assez embêtantes parce que quand ça devient excessif, c'est une vraie pathologie. Hein. Bon, il y a des choses qui ne sont pas très excessives. Il y a un collègue qui fait comme ça, qui se tripote les cheveux tout le temps. Ça s'appelle la tricotillomanie. D'abord, il faut avoir des cheveux. Merci, monsieur. J'ai vu que... mais on peut se gratter beaucoup de choses, pas que les cheveux. Hein. Mais il ne faut pas le faire de façon excessive, parce que bon, ça a des effets secondaires non négligeables. Donc, mais il y a des gens, par exemple, qui se lavent les mains 15 fois par jour. Ils n'ont pas touché une porte, qu'il faut qu'ils aillent se laver les mains, parce que donc ça, c'est un TOC, d'accord ? C'est un comportement de toilettage. Donc, ce grooming est un comportement inné, hein, que l'on rencontre chez toutes les espèces animales, bien entendu, chez nous aussi. Et c'est un soin qui est apporté à sa propre personne entre les périodes de sommeil et les périodes d'éveil. Hein. En général, on se lave quand on se lève. Certains aussi quand ils se couchent. Mais bon, c'est peut-être presque du grooming, hein, c'est presque un TOC de se laver 2 fois par jour. Donc c'est une activité qui se déroule de façon extrêmement stéréotypée. On commence par le haut, hein, donc la tête, le tronc, les régions anales et génitales, puis la queue. Donc chez les rongeurs. Chez les singes aussi, je pense. L'analyse de ce comportement chez les rongeurs suggère que c'est un pattern d'activité qui est commandé par le système nerveux central, bien entendu, et plusieurs régions ont été impliquées, le striatum, le tronc cérébral, etc. Donc, alors chez Sapiens, les TOC sont caractérisés par un comportement excessif de nettoyage et aussi de toilettage. Donc, c'est une maladie qui n'est pas une maladie rare. Hein, il faut savoir que il y a une prévalence de 2 à 2,5% de TOC dans l'espèce humaine. Donc, ce n'est pas quelque chose à des degrés plus ou moins graves. Mais si ici on est 100, il y a peut-être 2 TOC dans la salle. Donc, bon, je veux bien admettre que moi j'en fais un, et bon, voilà. Donc, ça réduit vos risques. Donc, malgré cette fréquence, les gènes impliqués dans la maladie ne sont pas connus. Et dans cet article de Capecchi de 2002, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délété un gène qui s'appelle OXB8. Ils ont vu que la souris avait un toilettage excessif. Hein. Et vous voyez que c'est plus qu'un toilettage, c'est-à-dire qu'elle s'arrache tous les poils, hein, et même elle se gratte au point qu'elle s'arrache la peau, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout de la blague. Et elle passe 2 fois plus de temps aux activités de toilettage, vous voyez ici, alors que, bon, elle mange normalement, elle a une vie tout à fait normale, à part le fait qu'elle perd du poil. On trouve les poils entre les gencives et les dents, c'est-à-dire qu'elle se mord, hein, d'où les blessures, et on retrouve plein de poils dans l'estomac, donc c'est pas du tout un truc drôle. Alors, ce qui est très étrange, si vous voulez, c'est que c'est lié à la délétion d'un gène qu'on appelle OXB8, qui est un gène homéotique, et je pense que j'en ai parlé pendant les années précédentes. Mais c'est un gène qui est intéressant, parce que ce sont des gènes qui normalement ne sont exprimés qu'à la périphérie. Hein.
ces gènes ne sont jamais exprimés dans le système nerveux central. C'est-à-dire que quand vous regardez les gènes OX, ce sont les gènes qui sont responsables, si vous voulez, pour faire très très large, de la morphogénèse chez la mouche, chez la souris, chez nous aussi, mais de la morphogénèse des organes qui sont des organes qui ne sont pas les organes cérébraux. C'est-à-dire qu'au-delà de la frontière R1 métencéphale, qui est ici, il n'y a pas d'expression de gènes de cette famille. Or, c'est la délétion de ce gène qui induit chez ces malheureuses souris ce phénotype. Alors, ce sont des gènes de développement qui normalement sont impliqués dans le développement de l'animal. Ils sont aussi exprimés chez l'adulte. Ils ont des fonctions qui sont des fonctions autres que morphogéniques. Par exemple, si vous supprimez OXC13 chez la souris, elle perd ses poils. Donc il y a 39 gènes de cette famille disposés, comme vous le savez maintenant sûrement depuis que vous écoutez ces cours, sur 4 complexes qu'on appelle les complexes homéotiques. Donc c'était extrêmement étrange de voir qu'un gène délété qui n'a rien à voir avec le système nerveux peut avoir une fonction au niveau d'un phénotype qui malgré tout est un phénotype neurologique, voire psychiatrique, un TOC. Et ce que Capecchi et Geer ont fait, c'est de regarder les sites d'expression de OXB8, et alors ils ont trouvé OXB8 dans des endroits où on ne les aurait jamais attendus. Ici dans le bulbe olfactif, ici vous le voyez dans le... Maintenant vous reconnaissez un hippocampe à vue de nez, si j'ose dire. Denté gyrus, le hilus, CA1, CA2, CA3, que ça, mieux que moi, même dans l'autre sens, parce que moi je me trompe. Vous voyez. Donc, mais on voit donc ce gène qui est exprimé dans ces régions, aussi dans le cortex, aussi dans le codé de putamen, etc. Donc, on en était resté là en 2002, et bon, il y avait 2 possibilités, ou bien c'est un patron d'expression adulte qui n'avait jamais été observé chez les embryons, parce qu'on avait fait à l'époque très très peu d'expression de ces gènes chez l'adulte, puisqu'on pensait que c'était des gènes de développement, ou bien c'était un mauvais anticorps, un artefact, et quand au bout de 8 ans, on n'a pas vu qui que ce soit reprendre le truc, je dis, bon, bah, tout prix Nobel qu'il est, il a un anticorps pourri, quoi. Donc, et puis, en mai 2010, ça peut arriver à tout le monde, hein. Il ne faut pas jeter la pierre. Voilà. Donc, et puis en 2010, eh bien, ils ont sorti un papier en mai, là, qui est extrêmement intéressant parce que, vous allez voir, il montre qu'il y a bien du marquage dans le cerveau, mais que ce marquage dans le cerveau n'est pas un marquage neuronal, c'est un marquage de microglies. En fait, ce sont parce que ces macrophages n'expriment plus cette protéine, hein, qu'on a une modification, enfin un phénotype psychiatrique chez la souris. Hein. Ils n'ont pas fait la manip chez l'homme. Donc, mais vous allez voir que c'est quand même quelque chose de tout à fait, à mon sens, c'est un des plus jolis papiers que j'ai lu cette année. Donc, je ne pouvais pas... En fait, j'empiète sur le cours d'année prochaine. J'y reviendrai probablement l'année prochaine, puisque l'année prochaine, je vais faire un cours sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Mais j'ai quand même voulu, si j'y arrive, parce que j'annonce toujours les trucs et puis je fais autre chose. Donc, mais bon, ça, c'est ma liberté. J'utilise mes vacances comme je veux. Donc, voilà. Donc, dans ce nouvel article de Capecchi, ils démontrent que, ils font leur mea culpa, que OXB8 n'est pas exprimé dans les neurones, hein, mais dans les microglies, donc dans des dérivés de monocytes d'origine périphérique, pas centrale. Hein. Et c'est une démonstration qui est faite en 3 temps. Alors le premier, c'est l'expression microgliale. Alors le second, vous allez voir, c'est des transplantations de moelle osseuse dans des souris qui sont invalidées pour OXB8, qui n'ont pas OXB8, qu'on irradie, dans lesquelles on balance des microglies qui ont du OXB8, et on regarde si on répare le phénotype de type TOC. Hein. Et puis la troisième expérience, c'est de recombiner OXB8 uniquement dans la moelle et de montrer qu'on a un développement d'un trouble obsessionnel compulsif chez la souris. Alors, je reviens rapidement sur les étapes de démonstration. Donc, pour identifier les cellules, ils ont fait un truc auquel vous êtes maintenant tout à fait habitués, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé une protéine fluorescente par recombinaison sous le contrôle de OXB8, c'est-à-dire que toutes les cellules qui expriment OXB8 deviennent vertes.
Et quand vous regardez dans le cerveau, les cellules qui expriment OXB8 dans le cerveau, on se rend bien vite compte que ce ne sont pas des neurones. Hein. Ce sont des cellules qui ressemblent à des macrophages, des microglies ramifiés, vous les voyez ici, et qui d'ailleurs expriment des phénotypes, des marqueurs de microglies ramifiés. Vous voyez aussi tout de suite ici que vous avez plein de microglies qui n'expriment pas OXB8. En fait, il y a 40% des microglies qui expriment OXB8 et 60% qui ne l'expriment pas. Et puis, vous remarquez aussi un truc qui, moi, m'a énormément intéressé, mais pour des raisons qui tiennent au travail qui se fait dans mon laboratoire, c'est qu'ils ont regardé le profil de développement du OXB8, et ce qu'ils ont vu, c'est que ces cellules sont très très peu nombreuses à la naissance, hein, et concentrées essentiellement dans le plexus choroïde. Voilà, ça c'est le plexus choroïde. C'est-à-dire qu'on retrouve ces macrophages au niveau du plexus choroïde, et qu'elles migrent ensuite, ces macrophages, vers le cortex cérébral à partir du 14e jour de la vie postnatale. C'est-à-dire qu'en fait, ces cellules qui sont responsables de l'immunité innée vont dans le cortex à une période où, pour d'autres raisons, je pense, et je ne suis pas le seul, que l'immunité innée pourrait avoir un rôle à jouer dans la plasticité cérébrale, c'est-à-dire dans l'établissement de ce qu'on appelle les périodes critiques. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis ensuite, vous voyez que ça a l'air de baisser un petit peu, mais je ne pense pas qu'ils aient fait des quantifications du niveau d'envahissement. Donc, ça veut dire que l'arrivée de ces cellules ne se fait pas uniquement par les vaisseaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais peut-être aussi par le plexus, selon un processus qui mériterait d'être étudié sur le plan cellulaire, parce que ce n'est pas si évident de comprendre comment une cellule peut passer à travers le plexus choroïde. Est-ce que vous avez aussi le plan du sexe? Ce n'est pas lié au genre. Le sexe est une chose beaucoup plus compliquée que le genre. Hein. Le sexe, il y en a un nombre infini, et il n'y a que 2 genres, à ma connaissance. Donc ce n'est pas lié au genre, non. Donc, ces auteurs démontrent que OXB8 est exprimé dans les cellules souches hématopoïétiques, mais après, elles sont un peu réprimées. Donc, un point important de l'article aussi, c'est que le nombre total de microglies dans le cerveau est diminué de 15% chez la souris mutante. C'est un chiffre que les auteurs pensent avoir sous-estimé. C'est-à-dire qu'en fait, ces cellules OXB8 cérébrales sont des cellules qui, en fait, fournissent une population très importante de ces macrophages cérébraux. Donc, le deuxième temps de la démonstration, excusez-moi, je traîne, c'est de voir si on peut réparer. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, on fait comme quand on fait une greffe de moelle osseuse, on irradie les moelles osseuses de souris OXB8, hein, et on fait une injection, on fait une récupération, on fait une greffe de moelle osseuse à la périphérie, et quand on fait ça, vous voyez ce qui se passe. Là, ça, c'est le temps passé au toilettage chez ma souris mutante, hein, et le résultat, vous le voyez ici, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est arrachée quasiment tous les poils. Et si je l'irradie et que je lui balance des macrophages, des monocytes sauvages, eh bien, je récupère un phénotype normal. C'est-à-dire qu'en fait, je peux réparer le trouble obsessionnel compulsif en agissant non pas au niveau du cerveau, mais au niveau des os. Quand même, hein, c'est quand même fabuleux. Et par contre, je peux faire le contraire, c'est-à-dire je peux irradier les souris sauvages et leur balancer des microglies mutées. Et d'après ce qu'ils disent, j'ai une petite augmentation du grooming. Je dois dire que je n'étais pas entièrement convaincu par la valeur statistique de cette chose. Mais enfin, je crois que d'une certaine façon, c'est quand même très important. L'autre chose, c'est que ces animaux OXB8, ils ont aussi un problème nociceptif, c'est-à-dire ils ont un problème au niveau de la sensation de la douleur, pour des raisons que vous allez voir. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est que quand je mute OXB8, parce que OXB8 est impliqué dans la formation des réseaux neuronaux à la périphérie, donc quand je mute OXB8, voilà, là c'est un dessin priharmonicaral. Vous voyez, là c'est les fibres sensorielles qui arrivent et il y a un petit réseau ici qui est la sensation de la douleur. Et quand ça monte vers le système nerveux, je sais que, par exemple, que j'ai mis ma main sur une plaque chaude. Et en général, je la retire très rapidement. Hein. Donc, c'est important de sentir la chaleur.
Et si je ne sens pas la chaleur, eh ben, je ne la relève pas et alors je me brûle. C'est pour ça que la douleur a une fonction évolutive importante de ce point de vue. Et vous voyez que dans un mutant OXB8, eh bien, j'ai une modification de la structure des cornes dorsales de la moelle, en particulier la lamina 2, là où arrivent les afférences qui permettent de faire passer l'information de type nociceptif. Et vous voyez que, effectivement, vous voyez quand vous regardez ça et comparé à ça, vous avez un problème. Donc, ce que vous voyez ici, chez mon mutant OXB8, ben, je mets du temps à retirer ma patte. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment senti la douleur. Hein, donc, je me brûle beaucoup plus profondément que si j'avais retiré la patte immédiatement. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que c'est les macrophages. En fait, ce ne sont pas les macrophages parce que vous voyez ici que si j'ai mon mutant OXB8, maintenant j'ai fait une rescue avec des macrophages sauvages, et ben je mets toujours du temps à retirer ma patte. Donc ça veut dire que d'avoir des macrophages sauvages, ça ne suffit pas. Et si je recombine directement OXB8 uniquement dans les macrophages avec un promoteur de macrophages qui s'appelle TIE2 ici, eh bien vous voyez que je vais augmenter le grooming, c'est-à-dire que ça prouve vraiment que c'est un phénotype macrophagique parce que je n'ai recombiné OXB8 que dans les macrophages, hein, mais par contre, je n'ai aucun problème, je retire ma patte aussi rapidement quand j'ai mise sur une plaque chaude. Donc ça suggère, ça démontre, même plus que suggérer, ça démontre que j'ai vraiment affaire à un phénotype qui est un phénotype de type macrophagique. Donc je crois que c'est une découverte importante. D'ailleurs, elle a des conséquences autres, à mon sens, que ça, c'est-à-dire que si les macrophages peuvent passer dans le cerveau, eh bien pour faire envoyer des molécules dans le cerveau, en particulier des molécules qui pourraient nous faire du bien ou du mal, enfin quelque chose, eh bien on pourrait les balancer dans les macrophages et attendre qu'elles passent directement dans le cerveau avec les macrophages. C'est-à-dire que pour la thérapie génique en particulier, ça peut être des vecteurs tout à fait intéressants pour aller envoyer des gènes au niveau cérébral, d'autant plus que, vous avez vu, ça se distribue de façon très très homogène dans le système nerveux. Donc, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un avantage. Mais ça peut être un avantage. Donc, je crois que de ce point de vue, il s'agit de plusieurs points de vue, je crois qu'il s'agit de quelque chose d'important. Alors, dans leur discussion, écoutez, ce qu'ils voient et ce qu'ils rappellent, c'est qu'il existe deux sources de microglies dans le cerveau des souris. On est chez la souris, faut pas... Donc la première population envahit le parenchyme avant la vascularisation, à travers le plexus en particulier, et la seconde migrerait peu de temps après la naissance. Et c'est cette deuxième population qui exprime OXB8. Alors les données que je viens de décrire laissent entendre, mais ne le démontrent pas, formellement en tout cas, que les deux populations ont des fonctions différentes. Donc c'est intéressant parce que ça montre une fois de plus, vous savez qu'on dit les astrocytes, les oligodendrocytes, les machins, mais en fait ce sont des populations beaucoup plus hétérogènes qu'on ne le pense, qui ont des fonctions beaucoup plus hétérogènes qu'on ne le pense et qu'on aura besoin de comprendre si on veut comprendre la physiologie cérébrale. Alors quel est le mécanisme impliqué dans cette fonction? Parce que bon, c'est bien gentil de dire que quand je n'ai pas OXB8 dans mes macrophages, j'ai développé un TOC. Mais pourquoi ça, c'est vraiment ça la vraie question. Alors, on peut imaginer que ces cellules influencent l'activité des neurones par le biais de la sécrétion de cytokines ou même de OXB8, puisque ces facteurs de transcription sont sécrétés, puisque c'est quand même quelque chose qu'on a démontré dans mon labo. Donc, peut-être qu'il faudrait infuser directement du OXB8 dans le cerveau et voir ce qui se passe. Voilà, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, moi, ce qui est intéressant, c'est que OXB8 dans le cerveau est exprimé à tous les niveaux du circuit qui est impliqué dans les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, je pense que c'est une vraie découverte. Voilà. Donc, mais je vous ai parlé de la douleur, et je ne vais pas vous laisser totalement dans l'ignorance sur la douleur. C'est un thème intéressant. Je ne vais pas vous parler des douleurs aiguës, mais je suis toujours dans les macrophages, vous allez voir. Parce que j'ai dit que les macrophages ne sont pas impliqués dans la douleur aiguë. D'accord ? Bon, d'accord. La douleur aiguë, c'est celle que je ressens quand je mets ma main sur la plaque, ou dans la porte, enfin, où vous voulez. Donc, mais je vais vous parler des douleurs chroniques. C'est
c'est des choses pas agréables, la douleur chronique. Alors ça, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans les cornes dorsales de la moelle, hein, ça va, une sorte en tout cas dans la moelle épinière. Vous voyez que vous avez énormément de types de cellules. Vous avez ici les afférences sensorielles. Ici, vous avez les neurones postsynaptiques qui vont aller migrer, qui vont aller envoyer l'influx vers les centres. Vous avez des interneurones inhibiteurs GABA et glycine. Et puis, les astrocytes, mais aussi les oligodendrocytes et nos fameux macrophages, hein, soit activés, soit à l'état de repos. Et vous voyez que sur toutes ces cellules, vous avez des récepteurs, mais vous avez énormément de récepteurs purinergiques. Voici ici l'adénosine, voici des récepteurs ici métabotropiques, enfin protéine G avec les 7 domaines transmembranaires P2Y, P2Y, P2X, etc. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu les familles de récepteurs qu'on a. Donc ça, c'est une espèce de blow-up, d'agrandissement de ce qui se passe au niveau de la moelle. Et je vais aussi vous parler un tout petit peu de ces questions de douleurs neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques et inflammatoires sont les deux types principaux de douleurs chroniques. Peut-être que certains d'entre vous ont des douleurs chroniques, peut-être qu'ils en auront, il faut savoir. La douleur inflammatoire est une conséquence qui est directe de l'inflammation tissulaire, et la douleur neuropathique provient de lésions du système nerveux. Hein. Alors, à l'inverse de la douleur inflammatoire, qui est une douleur c'est une hypersensibilité sensorielle. C'est-à-dire qu'en fait, vous stimulez vos centres de la douleur avec des choses qui normalement ne devraient pas vous faire mal. Hein. Vous caressez la peau, vous avez mal. C'est pas marrant. Donc, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui vous caresse. Donc, à l'inverse de la douleur inflammatoire, qui retourne à la normale une fois que l'inflammation est passée, les douleurs neuropathiques, elles, peuvent persister après la cicatrisation. Donc ça, c'est embêtant parce qu'elles deviennent vraiment, elles s'installent, ça devient des douleurs chroniques et c'est un vrai problème médical, hein, c'est pas de la blague. Alors, c'est une augmentation de la stimulation sensorielle et c'est aussi une amplification de cette stimulation le long de la chaîne qui traite l'information, évidemment, au niveau du système nerveux central, parce que la douleur, je la sens toujours là, hein. Tout se passe là, en fait. Donc, les cornes dorsales de la moelle, je vous ai parlé tout à l'heure, sont le premier relais de cette chose, puisque les fibres sensorielles arrivent là, et c'est là qu'agit par exemple la morphine. Hein, voilà. Donc, entre autres, elle agit aussi là. Donc, les cornes dorsales de la moelle sont le premier relais de cette signalisation, et la douleur implique des sorties qui vont vers le centre, vers le cerveau. Voilà. Alors, ces sorties qui viennent des cornes dorsales sont normalement contrôlées par, et là aussi c'est un truc intéressant, par une balance entre l'excitation et l'inhibition. Hein. Et dans le cas de la douleur chronique, ce que vous avez, c'est une baisse de l'inhibition et une augmentation de l'activation. C'est-à-dire que cette balance inhibition-activation est modifiée dans les cas de douleur chronique et ça passe du côté de l'activation. Donc une forme de dérégulation. Donc, à la suite d'expériences récentes, on a montré que cette excitation excessive n'implique pas seulement les interactions neurone-neurone, mais des interactions glie-neurone, et en particulier des interactions microglie-neurone. Toujours ces fameux macrophages qu'on retrouve dans les cornes dorsales de la moelle. On se demandait si c'est vraiment des macrophages. Et qui jouent un rôle clé dans l'établissement et le maintien de cette excitation, qui est liée aussi à une perte de l'inhibition. C'est-à-dire une perte d'inhibition, c'est-à-dire que vous avez en fait une perte de l'inhibition qui est liée à une perte de l'efficacité du GABA et de la glycine, et vous avez une excitation qui est liée en fait à une phosphorylation des récepteurs NMDA, qui sont des récepteurs glutamatergiques. Je rappelle qu'en gros, dans un cerveau, vous avez deux récepteurs, vous avez deux neuromédiateurs, le GABA qui bloque et la glutamate qui active, et tout le reste, ça régule ça par-dessus. Mais l'essentiel de la neurotransmission, c'est le frein ou l'accélérateur. Donc, dans la revue que je vous montre ici, de Beggs et Salter, eh bien, les auteurs proposent un modèle, que je trouve un modèle relativement intéressant, qui repose sur la surexpression par les microglies d'un sous-type de récepteur purinergique, le récepteur P2X4. Hein, je ne sais pas si je l'ai montré ici, voilà, celui-là, ce récepteur P2X4 sur les microglies. Donc, dans les cas de douleur chronique, vous avez une surexpression de ce récepteur à la suite de la lésion du nerf périphérique.
Et vous voyez la diversité ici des acteurs qui sont impliqués. Ce qui est particulièrement frappant, si vous voulez, c'est que le macrophage qui est là, dans un cas de douleur chronique, sécrète un facteur de croissance qu'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est de la famille des NGF, donc normalement c'est une molécule à activité neurotrope, mais elle est sécrétée par les macrophages, et c'est cette molécule qui va avoir ici un effet sur des canaux qui sont des canaux chlore, parce que normalement le chlore est exclu, là, le trou du canal au centre. Normalement, vous avez, dans un état normal, le chlore est rechassé, ce qui permet au GABA, quand il se fixe sur son récepteur, de faire entrer le chlore et d'avoir une activité de type inhibitrice. Et dans le cas d'une activation de ces macrophages à la suite d'une surexpression de ces récepteurs purinergiques ionotropiques, vous voyez, c'est un P de X, ce n'est pas un P de Y, vous avez une libération du BDNF qui va aller en fait jouer, downréguler l'expression de ces canaux, ce qui fait qu'en fait vous n'allez plus exclure le chlore, il n'est plus ouvert, vous voyez la différence, et à ce moment-là, votre GABA ne pourra plus exercer sur vos cellules son effet inhibiteur. Donc c'est un canal KCC2 qui exclut les ions chlore. De ce fait, donc, l'activation par le GABA, qui est un neuromédiateur inhibiteur, entraîne un influx de chlore, ne peut plus exercer son effet inhibiteur parce que, en fait, la cellule n'est pas dans un état où elle peut répondre. Donc, ces cellules qui expriment P2X4, le récepteur, sont stimulées par l'ATP, et donc c'est cette stimulation par l'ATP qui entraîne la libération de BDNF. Donc c'est deux choses intéressantes. C'est d'abord, ça montre que le macrophage peut participer directement à l'activité d'un circuit neuronal, dans une situation pathologique bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Et en même temps que ce macrophage est capable de sécréter une neurotrophine. Et de nouveau, ce sont des neurotrophines qui sont extrêmement importantes aussi dans la plasticité, pas uniquement au niveau de la moelle, mais au niveau du cortex. Et pour des raisons que vous ne pouvez pas comprendre, que peut-être j'aurai le temps de vous expliquer plus tard, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans mon équipe. Donc, je vous l'ai dit aussi, il y a aussi une facilitation de l'activation du glutamate, qui est un neuromédiateur excitateur, parce que son récepteur de type NMDA, il y a plusieurs types de récepteurs, il faut phosphorylé par une kinase qui s'appelle SRC dans ce cas-là. Donc, c'est un peu ceinture et bretelle, si vous voulez. Je baisse l'inhibition, j'augmente l'activation, et donc j'ai cette excitation excessive, c'est-à-dire que même à bas bruit, même sans effet nociceptif, maintenant, c'est comme si j'éprouvais une douleur en permanence, même en étant stimulé par des choses qui normalement ne devraient pas me faire ressentir une douleur. C'est la base, si vous voulez, de ce qu'on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut changer demain, mais c'est la base de ces douleurs chroniques de type neuropathique. Un autre aspect de la chose, c'est que la lésion périphérique s'accompagne d'une prolifération des macrophages et d'une surexpression du récepteur C3, qui est un récepteur au complément, du moins à la partie C3A du complément. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque j'en ai déjà parlé 2 fois dans les séances précédentes. Alors comment ces phénomènes sont reliés entre eux, c'est difficile. Je voudrais simplement vous demander de vous rappeler que les microglies participent ainsi directement à la balance inhibition-excitation à travers la synthèse et la sécrétion d'une neurotrophine. Je pense que ça, c'est le message à conserver. Alors, c'est une situation pathologique, bien sûr. Mais enfin, il n'est pas interdit de se demander si une telle intervention ne pourrait pas aussi trouver sa place dans les situations physiologiques, en particulier au cours de la maturation des systèmes inhibiteurs, et pas seulement dans la moelle épinière. Donc, je pense ici, je le répète, au cortex et aux périodes critiques de plasticité, qui sont des périodes d'apprentissage dans le système nerveux. Je vous rappelle quand même que ces macrophages, OXB8 par exemple, va rentrer dans le cerveau par le plexus choroïde au moment où chez la souris, à P14, on a pas mal de choses au niveau de ces périodes critiques. Donc j'en reste là pour l'instant sur ce thème, mais j'y reviendrai très probablement l'année prochaine, puisque ces maladies neurologiques et psychiatriques devraient, si je tiens parole, il y a toujours un doute avec moi, faire le centre du cours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'ai le temps simplement de rattraper mon retard scolaire sur la question pendant l'été et tout. Donc,
Donc, je vais maintenant vous faire parler d'un dernier article qui, je crois, est très important. C'est un article qui est de nouveau encore sur les macrophages et qui est toujours à voir avec la régénération nerveuse. Donc, c'est un article qui est paru il y a un certain temps, en 2005. Donc, vous êtes gâtés parce que je vous montre toujours les articles de 2009-2010. Alors, 2005, ça va vous paraître vieux. Mais ce n'est pas si vieux que ça. 2005, quand même, c'est encore des articles relativement récents. Je suis censé vous donner les choses en train de se faire. Donc, ouais, ça m'oblige quand même à voir ce qui se fait aussi. Donc, dans cet article, Davalos et ses collègues démontrent que l'ATP médit la réponse microgliale à des lésions locales du cerveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire que quand on a une lésion du cerveau, il y a des macrophages qui sont là, ou qui viennent là, il y a des cellules souches qui sont là ou qui viennent là, et qui permettent, si tout va bien, une réparation. Ce n'est jamais parfait. Mais cette question de comment est-ce que ces cellules sont attirées à cet endroit où j'ai fait une lésion, c'est une question qui est vraiment une question fondamentale, dont on a parlé pendant les 4 premiers cours. Donc, ces chercheurs l'expliquent dans leur introduction. Il est impossible, bien entendu, d'étudier le comportement des macrophages cérébraux sur des tranches de cortex, comme on le fait d'habitude dans l'électrophysiologie. C'est impossible parce que quand vous faites une tranche, c'est quand même une lésion. Ça active quand même les macrophages. Donc, d'ailleurs, c'est une bonne leçon. Quand on travaille sur des tranches, et si les macrophages sont des animaux qui ont une action physiologique, ce que je crois maintenant vous devriez penser, en tout cas moi c'est ce que je pense, on n'est évidemment pas dans les tranches dans des conditions qui sont des conditions physiologiques normales. On s'en serait douté, vous me direz. Mais, donc ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est donc d'exprimer une protéine fluorescente dans les macrophages. Enfin maintenant vous êtes des spécialistes. Et puis ils ont affiné le cortex et ils ont été avec un microscope à 2 photons essayer de voir le comportement de ces macrophages à partir du moment où je provoque, toujours à travers le crâne et avec un rayon laser, une petite lésion d'environ 15 micromètres de diamètre. Donc je fais ça, et puis je vais regarder, j'ai des macrophages qui sont là, ils sont fluorescents, donc je peux les remarquer, je vais regarder comment ils se débrouillent. Je vais regarder par exemple ce macrophage-là, il va avoir 1, 2, 3 bouts, là, on va regarder ceux-là, voilà, 4, je ne sais pas où est le 4e, excusez-moi, mais bon. Et puis, on va regarder comment ils se modifient dans leur comportement au cours du temps. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans ce système-là, c'est un truc sans lésion, là, eh bien, ça bouge. Il y en a qui ne bougent pas donc Par exemple, celui-là, là, le 4, il est plutôt flemmard, il bouge un petit peu, et puis il se remet à 0. C'est les terminaisons, c'est les branches d'ordre important, c'est-à-dire c'est celles qui sont tout au bout. Voilà. Celui-là, par exemple. Vous voyez, il est là. Et puis, il va disparaître, où il va au contraire bourgeonner. Et puis, voilà. Donc, voilà, celui-là, il avait une grande longueur de 8 micromètres, de 8 micromètres. Et puis, paf, il va se rétracter, puis il va repousser, etc. Donc, ça vous montre, c'est que spontanément, ça patrouille. Ce n'est pas inactif au niveau des terminaisons. Et puis, je vais faire une lésion. Alors, je vais, voilà, paf, j'envoie un petit coup de laser dans mon cerveau. Je fais un trou, comme on faisait dans la leçon 2 ou la leçon 3, je ne sais plus très bien. Et puis, on regarde comment les macrophages qui sont autour vont répondre à cette lésion. Et ce que vous pouvez voir assez rapidement, ici, c'est qu'ils vont envoyer... Les corps cellulaires ne bougent pas, mais ils vont envoyer des fibres, leur terminaison, vers le trou. Vous voyez, comme ça converge vers le trou, et puis au point qu'ils vont finir par envahir ce trou. Donc, before, 6 minutes, 15 minutes, 32 minutes, 1h35, 2h45. À 2h45, quasiment, le trou est quasiment entouré. Bouché, je ne sais pas, j'ai entendu boucher, je ne sais pas. Je n'ai pas été y voir, eux non plus d'ailleurs, et c'est dommage. Mais c'est comme si toute la lésion avait été entièrement entourée, si vous voulez, par les terminaisons des macrophages qui vont aller, probablement manger des débris et peut-être permettre des conditions d'une réparation, du moins partielle. Et la vitesse de prolongement, d'élongation de ces prolongements est extrêmement importante. Il
font 1,25 micromètres par minute, hein, et 30 minutes après la lésion, comme vous pouvez voir ici, ils sont sur place. Hein. Donc, les cellules qui sont plus lointaines, hein, qui sont à 115 ou 125 micromètres de lésion, réagissent aussi, hein, ça prend plus de temps. Et ça suggère que le site de lésion envoie des signaux qui sont capables d'attirer les prolongements des macrophages cérébraux. Et la même observation, je m'empresse de le dire, a été faite avec des lésions mécaniques, avec une pipette de verre. C'est moins précis, ça fait des lésions de 50 micromètres de diamètre, c'est moins sympa. Donc, à la suite de travaux qui avaient été faits in vitro dans le temps, on sait que l'ATP, encore l'ATP, par l'intermédiaire des récepteurs P2Y cette fois-ci, c'est-à-dire qui passent par des récepteurs à 7 domaines transformaires couplés à des protéines G, que l'ATP induit la migration des microglies et ce qu'on appelle le ruffling de leur membrane. C'est-à-dire que ça fait des espèces comme des espèces de bourgeonnements et elles deviennent rugueuses et donc ça bouge là-dedans, quoi. Et ça, c'est lié à l'ATP. Donc, il n'était pas déraisonnable, si vous voulez, de penser que l'ATP pouvait jouer un rôle dans cette migration des terminaisons vers le site de la lésion. Et donc, ce qui a été fait, c'était d'introduire de l'ATP au site de la lésion. Alors, on peut introduire plusieurs concentrations d'ATP. Vous imaginez bien que si j'ai un gradient d'ATP, et si je balance 1 millimolaire d'ATP au site de la lésion, je vais plus avoir de gradient, c'est-à-dire que je ne vais plus rien voir. Et donc, à quoi je m'attends, et c'est ce qui s'est passé, voici le contrôle. Vous voyez que mes fibres, mes terminaisons microgliales sont en train de se précipiter vers le site de la lésion. Mais si je mets 1 millimolaire d'ATP, ben, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fichu en l'air mon gradient. Donc ça veut dire qu'à partir de ce site de lésion, se forme un gradient d'ATP, que l'ATP peut être considéré là comme un morphogène, qui va attirer les terminaisons des macrophages vers le site de la lésion. Alors, c'est l'ATP, parce que si je bloque, je mets de la pyrase, par exemple, qui bloque la dégradation de l'ATP, j'ai le même effet. Et puis, vous voyez ici, par exemple, à 10 millimolaires, il ne se passe plus rien. Je me suis trompé, excusez-moi. Là, c'est à 1 millimolaire, j'ai encore de l'effet. Mais à 10 millimolaires, j'ai plus d'effet. Hein. Voilà l'effet d'extension, niveau d'extension de mes prolongements microgliaux. Hein. Et 1 millimolaire, 10 millimolaires. L'ADP marche bien. L'UTP, qui est une autre purine, marche bien. Le CTP, qui est aussi, marche bien. Et puis, si je dégrade l'ATP avec de la pyrase, il ne se passe plus rien. Donc, ce n'est pas de l'adénosine, ce n'est pas de l'AMP, c'est vraiment de l'ATP qu'il faut. Hein. Et puis, j'ai des inhibiteurs spécifiques. Par exemple, ce n'est pas de l'adénosine, ce n'est pas P2X. Ces inhibiteurs me montrent bien qu'il s'agit d'un récepteur de type P2Y, c'est-à-dire qui est lié à un système de transduction par des protéines G. Donc, ça, c'est une analyse pharmacologique in vivo, hein, qui est, je pense, assez intéressante. Et dernière diapositive, qui est particulièrement, à mon avis, amusante, c'est que, au fond, ce n'est pas tout à fait ce que j'aurais pu penser. Hein. Donc, c'est là que ça devient amusant, hein, parce que, bon, c'est ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas la peine de faire les manips. Je savais ce que j'allais trouver. Enfin bon, peut-être un cas un peu particulier dans mon laboratoire. Donc parmi les suramine, ça bloque les P2X. Hein. Donc ça ne bloque pas le truc, ce n'est pas un P2X. Donc ce qui est particulièrement rigolo, et c'est dans cette manip que j'aime bien, c'est que voilà, ils ont leur contrôle, ils injectent de l'ATP, et vous voyez que quand on injecte simplement de l'ATP, maintenant j'ai plus de lésion, hein, je me contente de mettre de l'ATP, eh bien je provoque la réponse. C'est-à-dire que l'ATP peut le faire, d'accord ? Il peut le faire. Et je peux aussi prendre des analogues non hydrolysables de l'ATP. Ici, c'est l'AMPPP-NP, c'est-à-dire où l'oxygène a été remplacé par un azote, et là-dessus, ce n'est pas hydrolysable. Et donc, mon ATP non hydrolysable, hein,
est capable aussi de faire marcher le système. D'accord. Mais maintenant, je mets un ATP non hydrolysable et je mets de la pyrase qui dégrade l'ATP et je perds la réponse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'ATP que j'ai mis, ce n'est pas lui qui fonctionne. L'ATP, il fait sécréter de l'ATP. D'accord? Donc, quand je mets un peu d'ATP dans le système, j'entraîne une sécrétion d'ATP par des cellules qui sont là, et c'est cet ATP qui est sécrété qui a de l'effet, puisque si je mets de la pyrase, vous voyez, eh bien, je perds le système. Alors, ça veut dire qu'il y a un troisième partenaire, hein, chiffre impair quand même, voilà, qui joue, et ce troisième partenaire, c'est les astrocytes. Hein. Donc, j'ai les macrophages, j'ai les astrocytes, et ce qui se produit, c'est que l'ATP entraîne la sécrétion d'ATP par les astrocytes qui sont sur place. Cette sécrétion d'ATP, elle se fait par ce qu'on appelle des hémicanaux. Vous savez qu'il y a un truc qu'on appelle les gap junctions, qui sont des jonctions communicantes entre cellules. Et les astrocytes sont des animaux, des cellules, qui sont liées par des jonctions communicantes. C'est-à-dire que vous avez des réseaux de neurones, mais vous avez aussi des réseaux d'astrocytes. C'était découvert dans cette maison, pour une grande partie, par l'équipe de Christian Giaume. Et les hémicanaux, alors, vous voyez, une jonction communicante, c'est fait par deux séries d'hémicanaux. Voilà une série ici, une autre série ici. Et donc, je peux communiquer d'une cellule à l'autre. Et un hémicanal, c'est si, imaginez par la pensée que je retire cette cellule du bas, il ne reste plus que la cellule du haut. Et maintenant, vous avez un hémicanal qui ouvre sur l'extérieur. Et l'ATP est sécrété. Il y a une sécrétion vésiculaire d'ATP, mais dans ce cas-ci, il y a aussi des sécrétions par les hémicanaux d'ATP, et dans ce cas-ci, l'ATP est sécrété par les hémicanaux. Et ça, on le sait parce qu'il existe des bloqueurs d'hémicanaux, hein, en particulier la fluféramine, que vous voyez ici. Attends, je ne sais pas comment s'appelle cette molécule, je suis en train de dire une bêtise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous retrouver ça. Le flufénamique acide, l'acide flufénamique, ou une autre molécule qui s'appelle le CBX, qui sont des bloqueurs de canaux. Et quand vous faites ça, eh bien vous voyez que ici, hein, vous bloquez, si vous bloquez vos hémicanaux, vous bloquez la réponse à l'ATP. Et si vous lavez votre truc, au bout d'une heure, vous avez une réponse qui commence à se refaire. Donc vous voyez ici, le contrôle, c'est la mobilité et l'attraction de mes terminaisons microgliales. Ici, j'ai bloqué la sortie d'ATP, induite elle-même par l'ATP, hein, ou par autre chose. Hein. Pourquoi par l'ATP, finalement? Parce que moi, j'ai mis de l'ATP, je sais que l'ATP fait ça, mais est-ce que c'est vraiment l'ATP, au moment où j'ai une vraie lésion, qui stimule mes astrocytes pour qu'ils fassent de l'ATP? Question est ouverte, ça peut être autre chose. Je me demande bien quoi. Mais bon. Hein. Et puis, si je bloque l'ouverture de mes hémicanaux, eh bien, je n'ai plus de réponse. Donc, un phénomène extrêmement complexe. Vous avez à la fois la dégénérescence du neurone, l'activation des macrophages, la sécrétion d'ATP par les astrocytes, et donc, de nouveau, un ensemble de cellules qui coopèrent pour permettre l'arrivée de fibres macrophagiques, et peut-être aussi de cellules souches, hein, puisque au fond c'est par là que nous avions commencé il y a quelques semaines, et c'est peut-être par là que nous terminerons la semaine prochaine. Je vous remercie.